Je me souviens encore du moment exact où ma vie a basculé. Ce n'était pas quand j'ai hérité de millions. Ça, c'est venu plus tard. C'était un mardi soir pluvieux au Relais des artistes, où je travaillais à la chaîne depuis 3 ans, juste pour payer mes études supérieures. J'étais en train de nettoyer la table 7 quand Thomas est entré, secouant les gouttes de pluie de son manteau luxueux. Il était tout ce que je ne devais pas désirer. Grand sûr de lui, avec ce sourire facile qui vient quand on n'a jamais à se soucier du loyer. Sa famille possédait la moitié des immeubles de bureaux de notre ville, et tout le monde connaissait le nom de la famille Dubois. Mais quand il s'est assis dans ma section ce soir-là et a levé ses yeux bruns et chaleureux vers moi, j'ai oublié le fossé social qui nous séparait. Un café noir et la part de tarte que vous recommandez, a-t-il dit. Et je vous jure que mon cœur a manqué un battement. C'est comme ça que ça a commencé. Thomas est devenu un habitué, demandant toujours ma section. Nous parlions pendant les moments calmes, de livres, de rêves, de l'avenir. Il ne m'a jamais fait sentir petite ou insignifiante. Il écoutait quand je lui parlais de mes projets de m'inscrire à l'université, de ma mère qui faisait le ménage dans des bureaux la nuit pour m'aider à payer les frais de scolarité. 3 mois plus tard, il m'a demandé de sortir avec lui, officiellement. Pas juste un café au Relais, mais un vrai rendez-vous. J'ai dit oui avant même qu'il n'ait fini sa phrase. Pendant 6 mois magiques, nous avons vécu dans notre propre bulle. Thomas venait me chercher après mes services dans sa belle voiture et nous allions au lac où personne de son monde ne pouvait nous voir ensemble. Il apportait des plats à emporter de restaurants chics que je ne pourrais jamais m'offrir, et nous mangions sur le capot de sa voiture en regardant le coucher du soleil. Je savais que je vivais un conte de fées, mais je m'en fichais. Quand vous avez 21 ans et que vous croulez sous les dettes étudiantes, en travaillant 60 heures par semaine juste pour survivre, avoir quelqu'un comme Thomas qui vous choisit, c'est comme gagner à la loterie. Si vous vous êtes déjà senti pas assez bien pour quelqu'un que vous aimiez, abonnez-vous car cette histoire ne fait que commencer. Il m'a dit qu'il m'aimait par une chaude soirée de septembre. Nous étions allongés sur une couverture au bord de l'eau et je venais de finir mon service. Je devais sentir la friture et le café, mais Thomas m'a serré contre lui et a murmuré ces 3 mots dans mes cheveux. J'ai pleuré, des larmes de bonheur, car pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment aimé. Mais les contes de fées ne durent pas éternellement, surtout quand on est pauvre et qu'il est riche. La première fissure est apparue quand le colocataire de Thomas nous a vus ensemble près du campus. La façon dont le visage de Julien a changé quand il m'a reconnu, du Relais où il avait déjeuné d'innombrables fois, m'a tout dit. Il ne m'a rien dit directement, il a juste lancé à Thomas un regard qui hurlait « Qu'est-ce que tu fiches ?» Ce soir-là, Thomas était différent, distant. Il n'arrêtait pas de regarder son portable, évitant mon regard. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il a dit que ce n'était rien, juste du stress familial. Je l'ai cru parce que je voulais y croire. La deuxième fissure est apparue 1 semaine plus tard, lorsque la sœur de Thomas, Chloé, est arrivée au Relais avec ses amis de la sororité. Elles se sont délibérément assises dans ma section, commandant des boissons compliquées et les renvoyant à plusieurs reprises. Chloé n'a jamais reconnu qu'elle me connaissait, mais ses amis n'arrêtaient pas de chuchoter et de rire, faisant des commentaires sur la serveuse assez forts pour que je les entende. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux soient gonflés. Mais quand Thomas a appelé le lendemain, agissant normalement, j'ai ravalé l'humiliation et fait comme si de rien n'était. La 3e fissure a été la pire. Le père de Thomas est venu au Relais un jeudi après-midi. Monsieur Dubois, grand aux cheveux argentés, intimidant dans son costume parfaitement coupé. Il n'a commandé qu'un café et est resté dans ma section pendant 1 heure, me regardant travailler. Juste me regarder. En partant, il a laissé un pourboire de 20 € pour une note de 3 et m'a regardé droit dans les yeux. Certaines personnes connaissent leur place, a-t-il dit doucement. Les plus intelligentes y restent. J'aurais dû me douter de quelque chose quand Thomas m'a invité au gala de charité annuel de sa famille. Nous étions ensemble depuis près de 7 mois et je n'avais jamais rencontré ses parents officiellement. Il les avait mentionnés au passage, le succès de son père en affaires, le travail caritatif de sa mère, mais il n'avait jamais suggéré que je les rencontre. C'est le moment, a-t-il dit lors de l'un de nos rendez-vous au lac début octobre. Je veux qu'il sache pour nous. La façon dont il a dit « pour nous » aurait dû être un signal d'alarme. Pas « je veux qu'il te rencontre » ou « je veux qu'il connaisse la femme extraordinaire avec qui je sors ». Juste « pour nous », comme si nous étions une situation à gérer plutôt qu'une relation à célébrer. Mais j'étais si heureuse, si soulagée que notre secret se termine enfin. J'avais commencé à me demander si Thomas avait honte de moi, si j'étais juste une passade pour lui,
avant de s'installer avec quelqu'un de son propre cercle social. L'invitation a été une validation, une preuve que ce que nous avions était réel et permanent. « Qu'est-ce que je devrais porter ?» ai-je demandé, paniquant déjà à cause de ma garde-robe limitée. La pose de Thomas était à peine perceptible, mais je l'ai senti. Quelque chose de joli. C'est un événement formel. J'ai dépensé tout mon salaire du relais pour une robe. Noire, simple, élégante, ou du moins j'espérais qu'elle l'était. Je l'ai trouvée dans un magasin d'articles à prix réduit, soldé d'un grand magasin où je n'aurais jamais fait mes courses normalement. Il a fallu 3 semaines de repas de riz et de déjeuner sauté pour me l'offrir, mais j'avais besoin d'avoir l'air d'appartenir au monde de Thomas. Le soir du gala, je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain de mon minuscule appartement, me maquillant avec des mains qui n'arrêtaient pas de trembler. Ma mère m'avait prêté ses boucles d'oreilles en perles, fausses, mais elles avaient l'air assez réelles. J'avais regardé des tutoriels sur Internet pendant des heures, apprenant à me coiffer en chignon qui pourrait passer pour sophistiqué. Quand Thomas est venu me chercher, son sourire semblait forcé. Il portait un smoking qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, et il avait l'air d'être l'héritier d'une fortune immobilière. Je me sentais comme une enfant qui jouait à se déguiser. « Tu es magnifique », a-t-il dit, mais il me regardait à peine. Ses yeux n'arrêtèrent pas de jeter un coup d'œil à sa montre, comme s'il redoutait déjà ce qui allait arriver. Le gala de charité de la famille Dubois s'est déroulé dans la grande salle de réception de l'hôtel le plus chic de la ville. Des lustres en cristal, des sculptures de glace, des femmes couvertes de diamants, des hommes en smoking parfaitement ajustés. Le champagne valait probablement plus que ce que je gagnais en une semaine, et les amuse-bouches étaient préparés par un chef célèbre que j'avais vu à la télévision. Je ne m'étais jamais senti aussi déplacé de ma vie. La mère de Thomas nous a vus dès que nous sommes entrés. Madame Dubois était exactement ce à quoi je m'attendais. Blonde, soignée, portant une robe qui coûtait probablement plus que ma voiture. Elle a glissé vers nous avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Thomas, mon chéri », a-t-elle dit, en l'embrassant sur les joues. Puis son regard s'est tourné vers moi, et son sourire est devenu encore plus artificiel. « Et voici Emma », a dit Thomas doucement. « Emma Martin. Emma, voici ma mère, Anne Dubois. » J'ai tendu la main, essayant de projeter une confiance que je ne ressentais pas. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Dubois. Merci de m'avoir invité ce soir. » La poignée de main d'Anne était molle, dédaigneuse. Ses yeux ont rapidement scanné ma robe, mes chaussures, mes bijoux, cataloguant chaque détail qui me marquait comme une étrangère. « C'est charmant », a-t-elle dit d'un ton qui suggérait que c'était tout sauf ça. Thomas a mentionné qu'il amenait une amie. Une amie. Pas sa petite amie, pas la femme qu'il avait dit aimer. Une amie. Le reste de la soirée a été un cours magistral de cruauté subtile. La famille de Thomas et leurs amis avaient perfectionné l'art de l'exclusion sans être ouvertement impolis. Ils parlaient en code de personnes et de lieux dont je n'avais jamais entendu parler, faisaient des références à des écoles privées et des clubs exclusifs, discutaient de leurs vacances en Europe et de leurs chalets à la montagne. Quand quelqu'un m'a demandé ce que je faisais et que j'ai mentionné que je travaillais au relais tout en allant au lycée, la conversation s'est arrêtée net. Un silence gênant s'est installé jusqu'à ce que quelqu'un change rapidement de sujet pour un terrain plus sûr, comme l'admission de leurs enfants dans de grandes écoles ou leur dernière nomination à des conseils d'administration caritatifs. Chloé est apparue à un moment donné avec un groupe de ses amies, toutes parfaitement coiffées et portant des robes de créateurs. « Oh » a-t-elle dit quand elle m'a vu, sa voix dégoulinant de fausse douceur. « C'est la fille du restaurant. C'est amusant que tu sois là. » Thomas n'a rien dit pour me défendre. Il est juste resté là, l'air de plus en plus mal à l'aise, pendant que sa sœur et ses amis riaient derrière leur coupe de champagne. Le pire moment est arrivé pendant le dîner. J'étais assise entre Thomas et une femme plus âgée qui s'était présentée comme Madame Bertrand, une amie de la famille. Elle a passé tout le repas à parler à Thomas au-dessus de moi, à propos de gens que je ne connaissais pas, ignorant complètement mes tentatives de me joindre à la conversation. Quand j'ai finalement réussi à poser une question sur l'association caritative que le gala soutenait, Madame Bertrand m'a regardé comme si j'avais parlé une langue étrangère. « Oh » a-t-elle dit avec un sourire condescendant, « c'est attentionné de votre part de vous intéresser à la philanthropie. Faites-vous beaucoup de travail caritatif dans votre restaurant ?» La façon dont elle a prononcé « restaurant » a fait que ça a sonné comme si je travaillais dans un endroit minable. J'ai senti mes joues brûler de honte. En fait, c'est un café-restaurant, ai-je corrigé doucement. Et je suis bénévole au centre d'alphabétisation locale quand j'ai le temps entre le travail et l'école. C'est admirable,
a dit Madame Bertrand de façon dédaigneuse avant de se tourner à nouveau vers Thomas. Maintenant, à propos du comte Peterson, que votre père a mentionné. J'ai passé le reste du dîner en silence, poussant la nourriture chère dans mon assiette, tout en me sentant complètement invisible. Thomas me parlait à peine, son attention étant constamment accaparée par des membres de sa famille et des associés qui voulaient clairement discuter de choses auxquelles je ne pouvais pas contribuer. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas une présentation à sa famille, c'était une démonstration. Il me montrait exactement où était ma place dans leur monde, c'est-à-dire nulle part. Le trajet de retour du gala a été une torture. Thomas a conduit en silence, sa mâchoire serrée, ses mains agrippant le volant si fort que ses phalanges étaient assez blanches. Je n'arrêtais pas de revivre les humiliations de la soirée, me demandant si j'avais imaginé la cruauté ou si elle avait été aussi évidente que je l'avais sentie. « Ça s'est bien passé », ai-je finalement dit, ma voix à peine audible. Thomas a laissé échapper un rire amer. « Vraiment ?» Je me suis tourné pour le regarder, étudiant son profil dans la lumière des lampadaires que nous dépassions. « Thomas, qu'est-ce qui ne va pas? Tu agis bizarrement depuis une semaine. » Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il n'allait pas répondre. Quand il a finalement parlé, sa voix était froide, distante. Rien à voir avec le ton chaleureux et attentionné dont j'étais tombée amoureuse. « Il faut qu'on parle. » Ces 4 mots ont fait passer un frisson de glace dans mes veines. Chaque femme sait ce que « il faut qu'on parle » signifie, surtout quand c'est dit sur ce ton. Mais je n'étais pas préparée à ce qui a suivi. Thomas a conduit jusqu'à notre endroit habituel au bord du lac, mais au lieu de se garer près de l'eau, où nous avions partagé tant de moments heureux, il s'est arrêté sur le parking vide. La distance semblait symbolique, comme s'il s'éloignait déjà de tout ce que nous avions construit ensemble. « Emma » a-t-il commencé, ne me regardant toujours pas. « Ces derniers mois ont été compliqués. »« Comprimés » ai-je répété, mon cœur commençant à s'emballer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Finalement, il s'est tourné vers moi, et j'ai vu un étranger me regarder. La chaleur dans ses yeux avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à du dégoût. « Regarde ce soir » a-t-il dit. « Tu n'étais pas à ta place là-bas. Tu n'as même pas pu avoir une conversation de base avec les amis de ma mère. Tu n'as rien en commun avec ma famille. Mon monde. » Chaque mot était un coup de couteau dans ma poitrine. J'étais nerveuse. C'était la première fois que je les rencontrais. « Si tu me donnais une chance... »« Une chance de quoi ?» a interrompu Thomas, sa voix s'élevant. « De prétendre que tu es quelque chose que tu n'es pas, d'agir comme si nous venions du même endroit alors que ce n'est clairement pas le cas. » J'ai senti les larmes commencer à me brûler les yeux, mais je les ai retenues. Je n'ai jamais prétendu être autre chose que ce que je suis. Tu savais d'où je venais quand on a commencé à sortir ensemble. Tu as dit que ça n'avait pas d'importance. Je pensais que ça n'en avait pas, a-t-il dit, et il y avait quelque chose de presque triste dans sa voix maintenant. Je pensais que je pouvais faire en sorte que ça marche, que l'amour serait suffisant. Mais ce soir, te voir avec ma famille, te voir lutter pour t'intégrer, j'ai réalisé à quel point j'étais naïf. Les larmes coulaient maintenant, brûlantes et rapides sur mes joues. « Alors qu'est-ce que tu es en train de dire ?» Thomas a de nouveau regardé au loin, fixant l'eau sombre. « Mon père a eu une discussion avec moi la semaine dernière, à propos de la responsabilité de l'entreprise familiale, du genre de femme qui conviendrait à quelqu'un dans ma position. » Qui conviendrait? Le mot est sorti comme un sanglot étouffé. « Emma, tu es une personne merveilleuse. Tu es gentille, travailleuse et belle. Mais tu n'es pas ce que ma famille attend. Ce que mon avenir exige. » Je ne pouvais pas parler. La douleur dans ma poitrine était si intense que je pouvais à peine respirer. « Tu seras toujours de la classe ouvrière », a continué Thomas, ses mots précis et cruels. « Tu ne comprendras jamais les pressions que je subis, les attentes, les obligations sociales. Tu serais toujours en train de courir après, d'essayer d'apprendre des règles que tu n'es pas né pour connaître. »« Je pourrais apprendre », ai-je murmuré désespérément. « Je pourrais... » »« Non », a-t-il dit fermement. Tu ne peux pas acheter l'élégance, Emma. Tu ne peux pas l'étudier pour t'intégrer dans mon monde, et je ne peux pas continuer à prétendre que ça n'a pas d'importance. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je suis restée assise là, mon cœur se brisant, essayant de comprendre ce qui se passait. L'homme que j'aimais, l'homme que je pensais m'aimer en retour, me jetait comme si je n'étais rien. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ai-je finalement réussi à demander. La pause de Thomas m'a tout dit avant qu'il ne parle. Il y a quelqu'un que mes parents veulent que je rencontre. Caroline Dubois, le père d'une fille qui a le même nom que ma famille. Son père possède la plus grande entreprise de construction du département. Ce serait avantageux pour les deux familles. Avantageux. Il parlait du mariage comme d'une transaction commerciale,
et j'ai réalisé que c'était exactement ce que c'était dans son monde. L'amour était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre, du moins pas avec quelqu'un comme moi. Si votre cœur a déjà été complètement détruit par quelqu'un en qui vous aviez confiance, vous savez exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je veux que vous commentiez ci-dessous et que vous me disiez d'où vous regardez, car cette histoire devient tellement meilleure et j'ai besoin de savoir qui est toujours avec moi pour ce qui va suivre. « Alors c'est fini ?» ai-je demandé, ma voix creuse. « 7 mois et tu en as juste fini ?» Emma, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Plus difficile? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour. Tu es en train de me détruire et tu t'inquiètes que ce soit difficile pour toi? Thomas m'a finalement regardé à nouveau, et pendant un instant, j'ai vu un éclair de l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Mais il a disparu en un instant, remplacé par une froide résolution. « Je suis désolé, a-t-il dit, vraiment, mais ça n'allait jamais fonctionner à long terme. C'est mieux d'y mettre fin maintenant, avant qu'on s'enfonce tous les deux encore plus. J'étais déjà enfoncé, Thomas. Je t'aimais. Je sais, a-t-il dit doucement, et je tenais à toi aussi. Mais tenir à quelqu'un ne suffit pas. Il m'a ramené chez moi en silence. Quand il s'est arrêté devant l'immeuble de mon appartement, je suis restée assise un instant, attendant qu'il dise autre chose, qu'il retire tout, qu'il se batte pour ce que nous avions. Mais il a juste regardé droit devant lui, ses mains sur le volant, attendant que je sorte. J'ai ouvert la portière de la voiture et j'ai fait une pause. « Tu sais ce qui est le plus triste ?» ai-je dit sans le regarder. « Quoi? Tu ne sauras jamais ce que tu viens de jeter. Tu vas épouser ta Caroline Dubois et vivre ta vie parfaitement planifiée, et tu ne réaliseras jamais que tu viens de perdre la seule personne qui t'aimait pour qui tu es vraiment, pas pour ce que tu as. » Je suis sorti et j'ai marché vers mon immeuble sans me retourner. J'ai entendu sa voiture s'éloigner alors que je montais les escaliers de mon appartement et j'ai su que je ne reverrais plus jamais Thomas Dubois. Du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. J'ai passé les 3 jours suivants au lit, me portant malade au travail et sautant les cours. Ma mère m'a trouvé le 3e jour, toujours en pyjama, entouré de pots de crème glacée vides et de mouchoirs imbibés de larmes. « Ma chérie, a-t-elle dit, assise sur le bord de mon lit, il faut que tu te lèves. Tu as une vie à vivre. »« Non, je n'en ai pas, ai-je sangloté. Je suis exactement ce qu'il a dit que j'étais. Je suis pauvre, je ne suis personne, et je ne serai jamais rien de plus. » Ma mère est restée silencieuse pendant un long moment, puis elle s'est levée et s'est dirigée vers mon placard, sortant une valise. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Je fais tes valises, a-t-elle dit d'un ton terre à terre. « Tu t'en vas. »« Je m'en vais? Pour où ?» Elle s'est tournée vers moi et j'ai vu de la détermination dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. « Ta grand-mère t'a laissé un peu d'argent. Pas beaucoup, mais assez. Tu vas finir tes études loin d'ici, quelque part où personne ne connaît ton histoire ni son nom. Maman, je ne peux pas justement fuir. »« Tu ne t'enfuis pas, a-t-elle dit fermement. Tu cours vers quelque chose de meilleur. Et un jour, quand tu auras construit la vie que tu mérites, tu reviendras ici et tu montreras à tout le monde qui est vraiment Emma Martin. » Je ne la croyais pas à l'époque. Je ne pouvais pas imaginer me sentir à nouveau forte, encore moins avoir du succès ou être confiante. Mais ma mère avait raison sur une chose. J'avais besoin de partir. Chaque coin de rue de cette ville gardait des souvenirs de Thomas. Chaque visage familier pouvait connaître mon humiliation. 2 semaines plus tard, j'ai été transféré dans une université à des centaines de kilomètres de là. J'ai laissé derrière moi tout ce que je connaissais, y compris les morceaux brisés de mon cœur. Mais j'ai aussi laissé derrière moi la fille qui pensait qu'elle n'était pas assez bien pour le monde de Thomas Dubois. Cette fille ne reviendrait jamais. 10 ans. C'est le temps qu'il a fallu à l'univers pour mettre en place l'ironie la plus belle dont j'ai jamais été témoin. 10 ans pour que Thomas Dubois passe du garçon en or qui avait tout à un homme désespéré qui mendiait pour des miettes. J'ai appris sa chute de la même manière que j'ai appris tout le reste de sa vie après mon départ, par les réseaux sociaux et les nouvelles locales que je n'aurais certainement pas dû suivre. Mais soyons honnêtes, quand quelqu'un vous brise le cœur comme Thomas a brisé le mien, vous ne cessez jamais vraiment de prendre de ses nouvelles, en espérant qu'il soit misérable ou que vous ayez enfin cessé de vous en soucier. Dans le cas de Thomas, c'était définitivement le premier cas. L'empire immobilier de la famille Dubois, qui avait semblé si intouchable quand j'avais 21 ans, s'effondrait depuis des années. Monsieur Dubois, le père intimidant de Thomas qui m'avait une fois dit de connaître ma place, avait fait une série d'investissements catastrophiques dans des propriétés commerciales juste avant que le marché ne change. L'entreprise familiale était surendettée au point de rupture, soutenue par des prêts qu'il pouvait à peine rembourser. Thomas, qui avait hérité du poste de PDG à 28 ans, avec toute la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais échoué,
avait réussi à aggraver exponentiellement les choses. Il s'était étendu de manière agressive sur des marchés qu'il ne comprenait pas, à la poursuite du genre de profits rapides qui font de superbes études de cas en école de commerce sur l'orgueil et les mauvaises prises de décision. L'ironie ne m'a pas échappé. L'homme qui m'avait rejeté parce que je ne comprenais pas les pressions qu'il subissait et les attentes de sa position avait échoué de manière spectaculaire à respecter ces mêmes attentes lui-même. Mais le véritable catalyseur de sa destruction n'a pas été les mauvaises décisions commerciales. C'était Caroline Dubois. Vous vous souvenez de Caroline? Le mariage avantageux que ses parents voulaient qu'il fasse? Eh bien, Thomas l'avait épousée, comme prévu. Un magnifique mariage de la haute société couvert dans tous les journaux locaux, la fusion de deux familles puissantes, tout ce que les Dubois avaient voulu. Sauf que Caroline s'est avérée être un cauchemar. Elle était belle, connectée, et venait de l'argent. Tout ce que je n'étais soi-disant pas. Elle était aussi vindicative, matérialiste, et avait une dépendance aux médicaments sur ordonnance qu'elle finançait par des combines de plus en plus élaborées. Au moment où Thomas a réalisé ce qu'il avait épousé, Caroline avait déjà dilapidé la majeure partie de sa propre fortune et avait commencé à s'attaquer à la sienne. Le divorce a été spectaculaire. Caroline a embauché l'avocat le plus vicieux du département et s'est attaquée à tout. Elle a prétendu avoir subi des violences psychologiques, a exigé une pension alimentaire qui le paralyserait financièrement, et le pire de tout, elle avait des preuves de certaines de ses transactions commerciales douteuses qu'elle a menacé de rendre publiques, à moins qu'il ne lui donne exactement ce qu'elle voulait. Thomas, qui avait été élevé pour éviter le scandale à tout prix, lui a tout donné. La maison, les voitures, la plupart de ses actifs liquides, et une pension alimentaire mensuelle qui aurait nourri ma famille pendant des années quand j'étais petite. 3 mois après la finalisation du divorce, le groupe Dubois a déposé le bilan. J'étais dans mon appartement-terrasse à Paris quand j'ai lu la nouvelle. Oui, vous avez bien entendu, appartement-terrasse. Parce que pendant que Thomas était occupé à détruire tout ce que sa famille avait construit, je construisais quelque chose d'extraordinaire de mon côté. Mais je vais trop vite. Laissez-moi vous raconter comment je suis passé d'une serveuse au cœur brisé à l'une des promotrices immobilières les plus prospères de la France. Tout a commencé avec le testament de ma grand-mère. Quand je suis parti pour finir mes études, ma mère m'avait mentionné que ma grand-mère m'avait laissé un peu d'argent. Ce qu'elle ne m'avait pas dit, c'était le montant exact, probablement parce qu'elle avait peur que je le gaspille en vêtements et en fêtes comme la plupart des étudiants. Ma grand-mère, Rose Martin, avait été une femme discrète qui vivait dans une toute petite maison et portait les mêmes 3 robes aussi longtemps que je m'en souvienne. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle achetait des propriétés depuis 40 ans. De petites propriétés, un duplex par-ci, un petit immeuble par-là. Rien de tape à l'œil, rien qui attirerait l'attention. Mais 40 ans d'investissement prudent, de revenus locatifs réinvestis et d'appréciation immobilière avaient créé quelque chose de remarquable. Lorsque l'avocat a lu son testament, j'ai appris que ma grand-mère, si modeste, avait accumulé un portefeuille d'une valeur de plus de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Plus d'argent que je n'avais jamais imaginé exister en un seul endroit, laissé à la petite fille, qui allait la voir tous les dimanches et l'aidait à entretenir son jardin. Le testament était accompagné d'une lettre, écrite de la main soignée de ma grand-mère. « Emma, ma chérie, l'argent ne sert pas à être riche. Il sert à être libre. Utilise-le pour construire quelque chose que personne ne pourra jamais te prendre. » J'ai pleuré pendant des heures après avoir lu cette lettre, pas seulement à cause de l'argent, mais parce que j'ai réalisé que ma grand-mère avait toujours su que j'étais destiné à quelque chose de plus grand que le relais des artistes. Elle avait vu en moi un potentiel que je ne pouvais pas voir en moi-même. Mais avoir de l'argent et savoir quoi en faire sont 2 choses très différentes. J'avais 22 ans, le cœur brisé, et j'étais terrifié à l'idée de prendre la mauvaise décision. Alors j'ai fait ce que n'importe quelle personne intelligente ferait. Je me suis éduqué. J'ai passé mes 2e et 3e années à suivre tous les cours de commerce, de finance et d'immobilier que mon université proposait. J'ai lu tous les livres que je pouvais trouver sur l'investissement et le développement immobilier. J'ai fait un stage dans une entreprise immobilière commerciale pendant les étés, travaillant gratuitement juste pour apprendre le métier. Plus important encore, j'ai appris à penser différemment à l'argent et à la classe sociale. Thomas m'avait rejeté parce que j'étais pauvre, parce que je ne venais pas de la richesse, parce que je ne comprenais pas son monde. Mais ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est qu'être pauvre m'avait donné quelque chose que son éducation privilégiée ne pourrait jamais lui donner, la faim. Quand vous avez travaillé 60 heures par semaine juste pour payer le loyer, quand vous avez choisi entre les manuels scolaires
et la nourriture. Quand vous avez regardé votre mère nettoyer des bureaux la nuit pour que vous ayez des opportunités qu'elle n'a jamais eues, vous développez une éthique de travail que l'argent ne peut pas acheter. Vous développez aussi une appréciation pour la vraie valeur des choses. Pendant que Thomas apprenait à dépenser l'argent de sa famille pour des symboles de statut et des obligations sociales, j'apprenais à faire travailler l'argent pour moi. Pendant qu'il jouait au golf dans des clubs de campagne et assistait à des galas de charité, j'étudiais les tendances du marché et analysais la valeur des propriétés. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, j'avais transformé les 2 millions de ma grand-mère en 4 millions grâce à des investissements prudents dans des propriétés sous-évaluées près de campus universitaires en pleine croissance. J'avais un plan d'affaires, un réseau de contacts et, plus important encore, la confiance qui vient du fait de gagner chaque euro soi-même. J'ai commencé modestement, en achetant des propriétés délabrées dans des quartiers en développement, en les rénovant moi-même. Oui, j'ai appris à faire des travaux de construction, et en les vendant avec un profit ou en les gardant comme propriétés locatives. J'étais sur le terrain d'une manière que Thomas, avec son MBA et sa position héritée, ne pourrait jamais comprendre. L'entreprise a grandi plus vite que je ne l'avais jamais imaginé. En 5 ans, je possédais plus de 50 propriétés dans 3 régions différentes. En 7 ans, j'avais ma propre entreprise de promotion immobilière, construisant des logements abordables qui avaient en fait l'air beau et fonctionnel. En 8 ans, j'étais présenté dans des magazines d'affaires comme l'une des plus jeunes promotrices à succès du pays. Mais le succès ne se résumait pas à l'argent. Il s'agissait de me prouver quelque chose à moi-même. Chaque propriété que j'achetais, chaque bâtiment que je construisais, chaque affaire que je concluais était la preuve que Thomas Dubois s'était complètement trompé à mon sujet. Je ne me contentais pas de rattraper son monde. Je créais mon propre monde, un monde qui était plus grand et meilleur que tout ce que sa famille avait jamais construit. Et maintenant, après 10 ans de travail, de sacrifice et de croissance, j'étais sur le point de le lui prouver aussi. L'appel est arrivé un mardi matin, alors que je révisais les plans de mon dernier projet de développement, un complexe de logements durables qui fournirait des maisons abordables pour les familles qui travaillent. L'ironie de travailler sur quelque chose que la famille de Thomas aurait considéré comme indigne d'elle ne m'a pas échappé. « Madame Martin », a dit mon assistante Claire à l'interphone, « il y a un monsieur Paul Bernard sur la ligne 2. Il dit qu'il représente une entreprise qui est intéressée à discuter d'une opportunité d'investissement potentiel avec vous. » J'ai failli lui dire de prendre un message. Mon entreprise, le groupe de développement Martin, marchait assez bien pour que j'aie rarement besoin d'investisseurs extérieurs. Mais quelque chose dans l'urgence de sa voix m'a poussé à prendre le téléphone. « C'est Emma Martin. Madame Martin, merci d'avoir pris mon appel. » La voix était professionnelle, douce. « Je m'appelle Paul Bernard et je représente un client qui est très intéressé à discuter d'une opportunité d'investissement substantielle avec votre entreprise. » « Quel genre d'opportunité ?» ai-je demandé, me penchant en arrière dans mon fauteuil. J'avais déjà entendu ce genre de discours, généralement de la part de personnes qui voulaient investir de l'argent dans mes projets en échange de rendements irréalistes. L'entreprise de mon client fait face à quelques difficultés financières. Elle recherche un investisseur qui pourrait être intéressé à acquérir ses actifs, ou potentiellement l'entreprise entière. Maintenant, il avait mon attention. Les opportunités d'acquisition étaient rares dans mon secteur, surtout quand elles venaient d'entreprises établies. De quelle entreprise parlons-nous? Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. Le groupe Dubois. Le nom m'a frappé comme un coup physique. Je ne l'avais pas entendu prononcer à haute voix depuis des années, même si j'avais suivi leur déclin dans les publications d'affaires et les nouvelles locales. Ma main s'est resserrée sur le combiné du téléphone. Le groupe Dubois, ai-je répété avec précaution, ma voix ne trahissant rien. Oui, madame, c'est une entreprise de promotion immobilière commerciale basée ici en ville. Elle est en activité depuis plus de 30 ans, avec un vaste portefeuille de propriétés et de droits de développement. Cependant, elle a récemment rencontré des problèmes financiers qui l'ont rendue motivée à vendre. Problèmes financiers, une façon si polie de dire qu'ils étaient ruinés. Et pourquoi votre client penserait-il que je serais intéressé par leur entreprise? Eh bien, madame, le groupe de développement Martin a une excellente réputation pour redresser les propriétés en difficulté et les projets de développement. Mon client pense qu'avec le bon leadership et le bon soutien financier, les actifs du groupe Dubois pourraient être extrêmement précieux. Je suis restée silencieuse pendant un long moment, mon esprit en ébullition. C'était ça, le moment vers lequel j'avais inconsciemment travaillé pendant 10 ans.
La chance de faire face à Thomas Dubois, non pas comme la serveuse pauvre qu'il avait rejetée, mais comme la femme d'affaires à succès qui pouvait sauver ou détruire ce qui restait de l'héritage de sa famille. J'aimerais en savoir plus, ai-je finalement dit, mais j'aurais besoin des dossiers financiers complets, des évaluations d'actifs et d'une ventilation détaillée de leurs obligations actuelles avant d'envisager une quelconque offre. Bien sûr, mon client est prêt à faire preuve d'une transparence totale. Il est tout à fait motivé à trouver une solution rapidement. À quel point rapidement? Il espère que quelque chose sera en place dans les 2 prochaines semaines. Désespérés. Ils étaient absolument désespérés. Organiser une réunion, ai-je dit, mais je veux rencontrer les directeurs de l'entreprise directement, pas par des intermédiaires. Si je dois investir dans une entreprise, j'ai besoin de regarder les décideurs dans les yeux. Je devrais vérifier auprès de mon client, mais je pense que cela peut être arrangé. Préférez-vous nous rencontrer dans vos bureaux ou les leurs? J'ai souri, même s'ils ne pouvaient pas le voir. Leur bureau. Je veux voir exactement ce que je vais acheter. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon bureau pendant longtemps, fixant le paysage urbain de Paris. Claire est entrée une fois pour me demander pour le déjeuner, a jeté un coup d'œil à mon visage et est ressortie discrètement sans rien dire. J'ai pensé à cette nuit il y a 10 ans, quand Thomas m'avait ramené chez moi pour la dernière fois, quand il m'avait dit que je ne comprendrais jamais son monde, que je serais toujours en train de courir après, d'essayer d'apprendre des règles que je n'étais pas né pour connaître. Si vous vous demandez si je me suis senti coupable de ce que je planifiais, laissez-moi être clair. Non, il ne s'agissait pas de vengeance. Exactement. Il s'agissait de justice. Thomas m'avait rejeté parce qu'il pensait que je n'étais pas assez bien pour son monde. Maintenant, j'allais lui montrer que j'avais construit quelque chose de tellement meilleur que son monde que je pouvais l'acheter et le vendre sans y penser à 2 fois. La réunion a été fixée au vendredi suivant à 2 heures de l'après-midi. Les bureaux du groupe Dubois étaient dans le même immeuble qu'auparavant, un gratte-ciel prestigieux du centre-ville qui m'avait semblé incroyablement élégant à 21 ans. Maintenant, en marchant dans le hall de marbre dans mon tailleur sur mesure et mes talons de créateur, je me sentais plus à ma place qu'eux. La réceptionniste, une jeune femme du même âge que j'avais quand j'avais rencontré Thomas pour la première fois, m'a dirigé vers la salle de conférence au 20e étage. En montant dans l'ascenseur, j'ai vu mon reflet dans les portes en acier poli. La femme qui me regardait ressemblait peu à la fille qui avait autrefois porté une robe de magasin à prix réduit pour essayer d'impressionner la famille Dubois. Mes cheveux étaient coiffés par un professionnel, mon maquillage impeccable mais discret. Mon tailleur coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en 3 mois au relais des artistes. Mais le plus grand changement n'était pas dans mon apparence, c'était dans ce que je ressentais. Confiante, puissante, complètement maîtresse de la situation. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je suis entré dans le couloir qui allait me conduire face à mon passé. La salle de conférence était exactement comme je m'en souvenais d'après les photos que j'avais vues dans les magazines d'affaires au fil des ans. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville, une immense table en acajou, des œuvres d'art coûteuses sur les murs. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier jusqu'à ce que je réalise ce que c'était. Le désespoir. La pièce sentait le désespoir. Paul Bernard était déjà là, un homme nerveux d'une 50aine d'années portant un costume qui avait connu des jours meilleurs. Il s'est levé quand je suis entré, tendant la main avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Madame Martin, merci beaucoup d'être venue. Mon client devrait être là d'un instant à l'autre. » J'ai pris place à la table, posant mon porte-document en cuir devant moi, avec une précision délibérée. J'avais examiné chaque document financier qu'ils avaient fourni, étudié chaque actif de leur portefeuille, calculé exactement la valeur de l'entreprise dans son état actuel par rapport à sa valeur potentielle. Le groupe Dubois était en train de mourir, mais il n'avait pas à mourir. Avec la bonne gestion et une injection de capital importante, il pourrait redevenir rentable. La question était de savoir si je voulais le sauver ou le laisser s'effondrer complètement. La porte de la salle de conférence s'est ouverte et mon cœur s'est arrêté. Thomas Dubois est entré, suivi d'un homme que j'ai reconnu comme le conseiller financier de leur entreprise. Thomas avait l'air plus vieux, évidemment, ça faisait 10 ans, mais plus que ça, il avait l'air épuisé. Sa posture autrefois confiante était légèrement avachie, son costume coûteux ne pouvait pas cacher le stress qui lui avait fait prendre du poids, et il y avait des rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là quand nous étions jeunes. Mais c'est le moment de la reconnaissance que je me souviendrai pour le reste de ma vie. Les yeux de Thomas ont croisé les miens à travers la salle de conférence et j'ai regardé la confusion faire place au choc, puis à quelque chose qui aurait pu être de l'horreur. Son visage est devenu complètement blanc
et il a même trébuché légèrement avant de se rattraper sur le dossier d'une chaise. « Emma » a-t-il dit, mon nom sortant à peine plus qu'un murmure. « Bonjour Thomas. » Ma voix était calme, professionnelle, ne trahissant rien. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Je crois comprendre que vous avez une proposition d'affaires pour moi. » Le conseiller financier, clairement déconcerté par la tension dans la pièce, nous a regardés à tour de rôle. « Je suis désolé, vous vous connaissez ? Nous avons un passé en commun, ai-je dit avant que Thomas ne puisse répondre. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Monsieur Bernard, peut-être pourriez-vous nous exposer la situation financière actuelle. L'heure suivante a été surréaliste. J'étais assise en face de l'homme qui m'avait dit un jour que je n'appartiendrais jamais à son monde, l'écoutant essentiellement me supplier de sauver tout ce que sa famille avait construit. Les chiffres étaient encore pires que ceux à quoi je m'étais attendu. Le groupe Dubois était à 3 mois d'un effondrement complet. Il devait de l'argent aux entrepreneurs, aux fournisseurs et aux investisseurs. Plusieurs de leurs projets de développement étaient au point mort en raison du manque de financement. Ils faisaient face à des poursuites de la part d'acheteurs dont les maisons n'avaient jamais été achevées. L'entreprise qui avait autrefois semblé si puissante et intouchable se noyait dans les dettes et la mauvaise gestion. Thomas a à peine parlé pendant la présentation. Il n'arrêtait pas de me fixer comme s'il voyait un fantôme, ce que, d'une certaine manière, j'étais. La pauvre serveuse qu'il avait rejetée était partie pour toujours, remplacée par quelqu'un qu'il avait clairement du mal à reconnaître. Lorsque le conseiller financier a terminé sa présentation, j'ai ouvert mon porte-document et j'ai sorti ma propre analyse. D'après les informations que vous avez fournies, ai-je dit, le groupe Dubois a des actifs d'une valeur d'environ 15 millions d'euros, mais des passifs totalisant 22 millions. Vous fonctionnez avec un déficit de 7 millions d'euros, sans compter les coûts d'exploitation et de service de la dette en cours. Le conseiller de Thomas a hoché la tête d'un air sombre. C'est exact. Cependant, ai-je continué, beaucoup de vos actifs sont sous-évalués sur le marché actuel. Avec une gestion adéquate et un investissement en capital suffisant, cette entreprise pourrait être rentable dans les 18 mois. J'ai vu de l'espoir vaciller dans les yeux de Thomas pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce. « De quel genre d'investissement parlons-nous » a demandé Paul Bernard. « 10 millions d'euros, ai-je dit sans hésitation. Injection de liquidités, restructuration de la dette et une réorganisation complète de la direction et des opérations. » La pièce était silencieuse. 10 millions d'euros. C'était plus d'argent qu'il n'avait osé espérer, mais je pouvais voir l'esprit de Thomas travailler, essayant de comprendre où était le piège. « Qu'est-ce que vous voudriez en retour » a-t-il demandé doucement. C'étaient les premiers mots qu'il m'avait adressés directement depuis mon nom. J'ai souri, et je sais que ce n'était pas un sourire particulièrement chaleureux. La pleine propriété de l'entreprise. Vous seriez entièrement racheté, mais je serais prête à offrir des contrats d'emploi aux employés actuels qui démontrent de la valeur pour l'organisation. Des contrats d'emploi? La voix de Thomas était creuse. Vous auriez la possibilité de rester en tant que chef de projet, sous la direction de mon équipe. Votre expertise sur le marché local pourrait être précieuse, en supposant que vous soyez prêt à apprendre de nouvelles approches du métier. Permettez-moi de prendre un moment pour parler à vous tous qui regardez toujours cette histoire se dérouler. Si vous avez déjà été sous-estimé, si quelqu'un vous a déjà fait sentir que vous n'étiez pas assez bon, je veux que vous aimiez cette vidéo. Parce que ce qui s'est passé ensuite est la raison pour laquelle nous ne devons jamais abandonner nous-mêmes, même quand les autres le font. Le silence s'est étiré pendant ce qui a semblé être des heures. Je pouvais voir Thomas assimiler ce que je lui proposais. La chance de rester impliqué dans l'entreprise de sa famille, mais en tant qu'employé. L'ironie était si parfaite qu'elle faisait presque mal. « Vous voulez que je travaille pour vous » a-t-il dit, et il y avait quelque chose de brisé dans sa voix. « Je veux vous offrir la possibilité de travailler pour une entreprise prospère » ai-je corrigé. « Que cela vous plaise ou non, c'est entièrement votre décision. » Thomas a regardé autour de la pièce, Paul Bernard, son conseiller financier, les photos sur les murs montrant les succès passés de sa famille. Puis ses yeux sont revenus vers moi, et j'ai vu le moment exact où il a compris toute la portée de ce qui se passait. « C'est à cause de ce qui s'est passé entre nous, n'est-ce pas » a-t-il dit doucement. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, complètement calme. « Thomas, ce qui s'est passé entre nous, c'était il y a 10 ans. Je suis ici aujourd'hui en tant que femme d'affaires qui voit une opportunité d'acquérir des actifs précieux à un prix équitable. Si mon offre ne vous intéresse pas, je suis sûr qu'il y a d'autres entreprises en difficulté qui accueilleraient l'investissement. » Ce n'était pas entièrement vrai, bien sûr. Il s'agissait absolument de ce qui s'était passé entre nous. Mais il s'agissait aussi de bien plus que ça.
Peut-on avoir un moment » a demandé Thomas aux autres hommes dans la pièce. Seul ? Paul Bernard et le conseiller avaient l'air incertains, mais l'expression de Thomas a clairement indiqué que ce n'était pas une requête. Ils ont rassemblé leurs papiers et ont quitté la salle de conférence, fermant la porte derrière eux. Soudain, nous étions seuls ensemble pour la première fois en 10 ans. Le silence qui a suivi était assourdissant. Thomas et moi étions assis l'un en face de l'autre à l'immense table de conférence. 2 personnes très différentes de celles que nous avions été la dernière fois que nous étions seuls ensemble. L'air entre nous était lourd d'histoire, de regrets et du poids de tout ce qui avait changé. Thomas a été le premier à parler. Sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment toi. Crois-le, » ai-je dit simplement. Il a passé ses mains dans ses cheveux, un geste dont je me souvenais de quand nous étions jeunes. « Emma, je ne sais même pas par où commencer. Quand je suis entré ici et que je t'ai vu, j'ai cru que j'hallucinais. Tu n'hallucines pas. Je suis là, je suis réel et je propose d'acheter l'entreprise de ta famille. La question est de savoir si tu es prêt à accepter la réalité de cette situation. » Thomas m'a fixé pendant un long moment et je pouvais le voir essayer de concilier la femme assise en face de lui avec la fille qu'il avait autrefois connue. « Comment ?» a-t-il finalement demandé. « Comment as-tu... Je veux dire, il y a 10 ans, tu étais... pauvre ?» ai-je terminé pour lui. « De la classe ouvrière? Pas assez bien pour ton monde ?» Il a tressailli à mes mots. « Je n'ai jamais dit que tu n'étais pas assez bien. » J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour. « Thomas, tu m'as dit que je ne pourrais jamais comprendre ton monde, que je serais toujours en train de courir après, d'essayer d'apprendre des règles que je n'étais pas né pour connaître. Tu as dit que je ne pouvais pas acheter l'élégance. Tu te souviens de cette conversation ? » ?»« Oui, » a-t-il dit doucement. « Je me souviens. Bien, parce que j'ai pensé à ces mots, chaque jour, pendant les 10 dernières années. » Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant le paysage urbain de la ville. De cette hauteur, je pouvais voir le quartier où le relais des artistes se trouvait. Il avait été démoli il y a des années pour faire place à un développement de luxe. L'ironie ne m'a pas échappé. « Tu veux savoir comment je suis arrivé ici ?» ai-je continué sans me retourner. « Je suis arrivé ici en te prouvant que tu avais tort sur tout. Tu as dit que je ne pouvais pas comprendre la pression et les attentes. J'ai construit une entreprise à partir de rien, pendant que tu étais occupé à détruire tout ce que ta famille t'avait donné. Tu as dit que je ne pouvais pas apprendre les règles. Je ne les ai pas seulement apprises, je les ai réécrites. » Je me suis retourné pour lui faire face. « Et tu avais raison sur une chose, je ne pouvais pas acheter l'élégance. Mais je n'en avais pas besoin, parce que j'avais déjà quelque chose de beaucoup plus précieux. J'avais la faim qui vient de n'avoir rien, l'éthique de travail qui vient d'avoir besoin de tout, et la détermination qui vient du fait qu'on vous dise que vous n'êtes pas assez bon. » Thomas est resté silencieux pendant longtemps, fixant ses mains. Quand il a finalement levé les yeux, il y avait des larmes dans ses yeux. « Je me suis trompé, » a-t-il dit. « Sur tout, sur toi, sur ce qui était important, sur le genre de personne que je voulais être. Oui, tu t'es trompé. Les 10 dernières années ont été un enfer, Emma. Mon mariage a été un désastre. Caroline, elle était tout ce que mes parents pensaient de vouloir pour moi, et elle m'a presque détruit. L'entreprise, je pensais que je savais ce que je faisais, mais j'étais juste un enfant gâté qui jouait avec de l'argent que je n'avais pas gagné. Je suis revenu à la table, mais ne me suis pas assise. Je suis désolé que ton mariage n'ait pas marché. Je suis désolé que ton entreprise ait échoué. Mais rien de tout ça ne change ce que tu m'as fait, Thomas. Tu ne m'as pas seulement largué. Tu as essayé de détruire mon estime de soi. Tu m'as fait croire que je n'étais pas assez bien, que je ne le serais jamais. Je sais, a-t-il murmuré. Je sais, et je le regrette chaque jour depuis. Vraiment ? Ai-je demandé. Parce que de là où j'étais, on aurait dit que tu avais tourné la page très vite. Marié à Caroline en moins d'1 an, à la tête de l'entreprise familiale, vivant exactement la vie que tu m'as dit être si importante. Thomas a levé les yeux vers moi, et j'ai vu quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Un remords sincère. J'ai épousé Caroline parce que je devais le faire. J'ai repris l'entreprise parce que je devais le faire. J'ai vécu la vie que mes parents avaient prévue pour moi, parce que j'étais trop lâche pour me battre pour ce que je voulais vraiment. Et qu'est-ce que tu voulais vraiment? Toi, a-t-il dit sans hésitation. Je te voulais. J'étais amoureux de toi, Emma. Vraiment, sincèrement amoureux. Et j'ai tout gâché parce que j'avais peur de ce que les autres penseraient. J'ai senti quelque chose craquer à l'intérieur de ma poitrine, mais je n'ai rien laissé paraître sur mon visage. C'est une belle histoire, Thomas, mais elle arrive 10 ans trop tard. Je sais que je n'ai pas le droit de demander pardon. Je sais que ce que j'ai fait était impardonnable. Mais Emma, te voir maintenant, voir ce que tu es devenue, je suis si fier de toi. Arrête, le mot est sorti plus durement que je ne le voulais. N'ose pas t'attribuer le mérite de ça.
N'ose pas agir comme si ton rejet m'avait inspiré à réussir. J'ai réussi malgré toi, pas grâce à toi. Tu as raison, a-t-il dit rapidement. Tu as absolument raison, c'est tout toi, tout ce que tu as construit, tout ce que tu as accompli, c'est tout toi. Je me suis rassise en face de lui, mon masque de femme d'affaires bien en place. Revenons à la raison pour laquelle nous sommes ici. Je t'ai fait une offre pour ton entreprise. Veux-tu l'accepter ou non? Thomas est resté silencieux pendant un long moment, et je pouvais le voir lutter avec quelque chose. Est-ce que je peux te demander quelque chose? A-t-il finalement dit. Quoi? Est-ce que c'est une vengeance? Est-ce que tu fais ça pour te venger de moi? J'ai réfléchi à la question avec attention. Était-ce une vengeance? En partie, oui. Mais c'était plus compliqué que ça. C'est la justice, ai-je finalement dit. Tu m'as rejeté parce que tu pensais que je n'étais pas assez bien pour ton monde. Maintenant, je propose de sauver ce qui reste de ton monde parce que je suis assez prospère pour le faire. Si ça te semble être de la vengeance, peut-être devrais-tu réfléchir à pourquoi. Et si j'accepte votre offre, si je suis d'accord pour travailler pour vous, alors tu travailleras pour moi. Tu rapporteras à mes chefs de service, tu suivras mes politiques et tu aideras à construire quelque chose de mieux que ce que ta famille a jamais créé. Et peut-être, si tu es très bon dans ton travail, tu apprendras quelque chose sur le genre de personne que je suis réellement. Thomas a hoché la tête lentement. Et si je n'accepte pas, alors tu n'acceptes pas. Ton entreprise déposera le bilan dans 3 mois, tes employés perdront leur emploi et tu perdras tout ce que ta famille a passé 30 ans à construire. C'est ton choix. Ce n'était pas vraiment un choix, et nous le savions tous les deux. Mais je voulais qu'il prononce les mots. J'avais besoin qu'il reconnaisse ce qui se passait. J'accepte, a-t-il dit doucement. J'accepte votre offre. J'ai sorti un contrat de mon porte-document et je l'ai glissé sur la table. Lisez-le attentivement. Faites-le examiner par votre avocat. Si vous acceptez les termes, signez-le et renvoyez-le à mon bureau d'ici lundi. Thomas a pris le contrat avec des mains tremblantes. Emma, est-ce qu'il y a une chance, est-ce qu'on pourrait peut-être parler un jour? En dehors des affaires, je veux dire. Je sais que je ne le mérite pas, mais... Non, ai-je dit en me levant et en rassemblant mes affaires. Nous ne sommes pas amis, Thomas. Nous n'allons pas devenir amis. Si tu travailles pour mon entreprise, notre relation sera strictement professionnelle. J'ai marché vers la porte, puis je me suis arrêté et je l'ai regardé. Tu m'as demandé un jour si tenir à quelqu'un suffisait, ai-je dit. Tu m'as dit que non. Tu avais raison aussi là-dessus. Tenir à quelqu'un ne suffit pas. Mais tu sais ce qui suffit? Le respect, la loyauté. Traiter les gens comme s'ils comptent, peu importe d'où ils viennent, tout combien d'argent ils ont. Ce sont ces choses qui construisent des relations durables, des entreprises durables, un bonheur durable. Tu as appris tout ça? Je savais tout ça il y a 10 ans, ai-je dit. Tu n'as simplement pas pensé que ça valait la peine d'apprendre de quelqu'un comme moi. Je l'ai laissé assis seul dans cette salle de conférence, fixant le contrat qui allait faire de moi son patron et la propriétaire de tout ce que sa famille avait construit. En marchant vers l'ascenseur, j'ai ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Pas de la satisfaction, exactement, mais un sentiment d'achèvement. La boucle était enfin bouclée. La pauvre serveuse qui n'était pas assez bien pour le monde de Thomas Dubois était devenue assez prospère pour acheter ce monde. Mais le meilleur dans tout ça? J'avais construit quelque chose de tellement meilleur que ce que j'étais en train d'acheter. Le lundi matin est arrivé plus vite que Thomas ne l'espérait probablement. Le contrat signé a été livré à mon bureau à 9 heures précises avec une lettre de démission formelle de son poste de PDG du groupe Dubois. À 10 heures, je possédais tout ce que sa famille avait passé 3 décennies à construire. Mais la propriété n'était que le début. Maintenant, venait le vrai travail et la vraie leçon. Ma première journée en tant que propriétaire du groupe Dubois a été délibérément orchestrée. Je suis arrivé à leur bureau à 8 heures précises, vêtu d'un tailleur gris anthracite qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, mes cheveux tirés en un chignon sévère qui signifiait « affaire ». Les employés avaient été informés du changement de propriétaire pendant le week-end, mais me voir marcher dans leur hall était quelque chose d'autre. Je pouvais sentir leurs yeux me suivre, entendre les chuchotements commencer avant même que j'aie atteint l'ascenseur. Au moment où je suis arrivé au 20e étage, Thomas était déjà là, attendant près de ce qui était son bureau d'angle. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, ce qui était probablement le cas. « Bonjour Thomas », ai-je dit professionnellement en passant devant lui vers le bureau qui était maintenant le mien. « Bonjour Madame Martin », a-t-il répondu, et je pouvais entendre à quel point il lui fallait d'efforts pour prononcer ces mots. J'avais amené ma propre équipe avec moi, ma directrice financière Amélie Chen, mon directeur des opérations Marc Rodriguez et mon assistante Claire. Ils étaient les meilleurs dans le métier, et plus important encore,
Il partageait ma vision de ce qu'une entreprise immobilière pouvait être. Le premier point à l'ordre du jour a été une réunion à l'échelle de l'entreprise. J'ai demandé à tout le monde de se rassembler dans la salle de conférence principale. Les 43 employés qui avaient survécu au déclin de l'entreprise. Ils avaient l'air nerveux, incertains, se demandant probablement s'ils avaient encore un emploi. Je me suis tenu devant la pièce et j'ai regardé leurs visages. Certains que je reconnaissais sur des photos et des articles d'affaires au fil des ans. D'autres étaient nouveaux, amenés pendant les tentatives désespérées de Thomas pour sauver l'entreprise. Tous se demandaient ce qui allait se passer. « Bonjour », ai-je commencé. « Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emma Martin, et depuis ce matin, je suis la nouvelle propriétaire de cette entreprise. Je sais que vous vous demandez tous ce que cela signifie pour vos emplois, vos projets et vos avenirs ici. J'ai fait une pause, laissant cela faire son chemin. Premièrement, laissez-moi être clair, personne n'est viré aujourd'hui. Chacun dans cette pièce aura l'occasion de continuer à travailler ici, en supposant que vous soyez prêt à accepter des changements importants dans la façon dont nous menons nos affaires. J'ai vu du soulagement sur plusieurs visages, mais aussi du scepticisme. Ils avaient probablement déjà entendu des promesses qui n'avaient pas été tenues. Deuxièmement, cette entreprise va redevenir rentable. Pas juste se débrouiller, mais vraiment réussir. Mais cela va nous obliger à repenser complètement notre approche du développement, du service à la clientèle et de l'impact communautaire. Au cours de l'heure suivante, j'ai exposé ma vision pour le nouveau groupe du Bois, ou comme il serait bientôt renommé, le groupe de développement Martin Dubois. Nous nous concentrerions sur le logement durable et abordable qui ne sacrifierait pas la qualité pour le coût. Nous achèverions chaque projet au point mort que nous avions hérité, honorant les engagements envers les acheteurs qui avaient été laissés dans les limbes. Nous reconstruirions les relations avec les entrepreneurs et les fournisseurs qui avaient été lésés par les problèmes financiers de l'entreprise. Plus important encore, nous fonctionnerions avec une transparence totale et des normes éthiques qui placeraient les gens avant les profits. Pendant la présentation, j'étais très consciente de Thomas assis au fond de la pièce. Il ne prenait pas de notes comme les autres. Il me regardait simplement et je pouvais le voir assimiler la différence entre la femme que j'étais devenue et la fille qu'il avait connue. Après la réunion, je lui ai demandé de rester. Alors ai-je dit quand nous étions seuls. « Qu'as-tu pensé de la présentation ?» Thomas est resté silencieux un instant. C'est ambitieux. Certains pourraient me dire idéaliste. Certains le pourraient. Qu'est-ce que tu en dis ? Je pense, il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Je pense que c'est le genre d'entreprise que j'aurais aimé que nous construisions depuis le début. J'ai hoché la tête. L'entreprise de ta famille avait de bonnes bases, Thomas. Des actifs solides, des droits de développement précieux, une réputation décente avant que les choses ne tournent mal. Mais elle était construite sur un vieux modèle. Faire de l'argent d'abord, s'inquiéter de tout le reste plus tard. Et ton modèle ? Faire une différence d'abord. Construire quelque chose qui compte pour la communauté, traiter les employés et les clients avec respect, fonctionner de manière durable. L'argent suit quand vous faites tout le reste correctement. Thomas a regardé autour de la salle de conférence, les photos sur les murs montrant les projets passés de sa famille. Mon grand-père a fondé cette entreprise en 1985. Il aurait adoré ton approche. Et ton père ? L'expression de Thomas s'est légèrement assombrie. Mon père se souciait plus du statut que de la substance. Il voulait construire des monuments à lui-même, pas des maisons pour les familles. C'était la première fois que j'entendais Thomas critiquer sa famille si directement. Il y a 10 ans, il les aurait défendus contre toute offense perçue. Tu vas travailler en tant que chef de projet, ai-je dit, sous la direction de Marc Rodriguez, mon directeur des opérations. Ton salaire de départ sera de 75 000 € par an. Thomas a hoché la tête. C'était probablement moins que ce qu'il dépensait pour des vêtements en un an. Mais il ne s'est pas plaint. Est-ce que je peux demander quelles seront mes responsabilités ? Tu superviseras l'achèvement des projets résidentiels au point mort. Tu travailleras directement avec les familles qui attendent leur maison. Tu apprendras ce que c'est que d'être responsable envers des gens qui ont économisé pendant des années pour acheter quelque chose que tu construis. Le poids de cette responsabilité ne lui a pas échappé. Madame Martin, je veux que vous sachiez que je suis reconnaissant pour cette opportunité. Je sais que vous n'aviez pas à m'offrir un poste. Tu as raison, je n'avais pas à le faire. Mais malgré tout ce qui s'est passé entre nous personnellement, tu connais ce métier. Et plus important encore, tu as besoin d'apprendre ce que ça fait de travailler pour son succès au lieu de l'hériter. Au cours des semaines suivantes, j'ai regardé Thomas s'adapter à sa nouvelle réalité. Ce n'était pas facile pour lui. Il était habitué à être le patron, à ce que les gens se plient à ses décisions et s'adaptent à son emploi du temps.
Maintenant, il était un cadre intermédiaire, responsable devant des gens qui ne se souciaient pas de son nom de famille ou de l'histoire de sa famille. Mais lentement, quelque chose d'intéressant a commencé à se produire. Thomas a commencé à se souvenir pourquoi il s'était lancé dans l'immobilier en premier lieu. Avant la pression de sa famille, avant les attentes et les obligations sociales, il se souciait sincèrement de construire des choses qui comptaient. Travailler directement avec les familles dont nous achevions les maisons a semblé réveiller quelque chose en lui qui avait été enterré sous des années de privilèges et de mauvaises décisions. 3 mois après la nouvelle propriété, le groupe de développement Martin Dubois avait achevé 2 des projets résidentiels au point mort et était en avance sur le 3e. Nous avions réglé les poursuites, payé les dettes les plus urgentes et commencé à établir des relations avec de nouveaux entrepreneurs qui partageaient notre engagement envers un travail de qualité. Plus important encore, nous changions la façon dont les affaires étaient menées dans notre ville. Le complexe de logements abordables que j'avais prévu quand tout cela a commencé était maintenant en construction et il allait être quelque chose de spécial. Des panneaux solaires, des appareils économes en énergie, des espaces verts et un centre communautaire où les résidents pourraient avoir accès à des formations professionnelles et à des programmes éducatifs. Les chaînes d'information locales couvrèrent le projet, interviewant des familles qui emménageraient dans des maisons qu'elles pouvaient réellement se permettre sans sacrifier la qualité ou la sécurité. C'était exactement le genre de travail que j'avais rêvé de faire quand j'ai fondé mon entreprise. Thomas s'était lancé dans les projets résidentiels avec une intensité qui a surpris tout le monde, y compris moi. Il travaillait plus d'heures que n'importe qui d'autre, visitant personnellement chaque famille dont nous achevions la maison, s'assurant qu'elle comprenait le calendrier et était satisfaite des progrès. Un après-midi, Marc est venu dans mon bureau avec une mise à jour sur les performances de Thomas. « Je dois admettre, j'étais sceptique quand vous avez dit que vous le gardiez, » a dit Marc, « mais il a été notre meilleur chef de projet. Les familles l'adorent, les entrepreneurs le respectent, et il a même suggéré quelques améliorations à nos processus que nous sommes en train d'intégrer à l'échelle de l'entreprise. Comment s'y prend-il pour recevoir des directives? Aucun problème du tout. Il pose de bonnes questions, met en œuvre rapidement les commentaires, et il a en fait suggéré quelques améliorations à nos processus que nous incorporons à l'échelle de l'entreprise. J'ai été surprise par la façon dont cette nouvelle m'a fait me sentir. Une partie de moi s'était attendue à ce que Thomas ait du mal, à ce qu'il prouve qu'il était aussi gâté et impuissant que je l'avais cru. Au lieu de cela, il s'épanouissait d'une manière qui m'a forcé à reconsidérer certaines de mes hypothèses sur qui il était réellement. Le vrai test est arrivé lorsque nous avons rencontré notre première crise majeure. L'un des projets résidentiels que nous avions hérités était plus problématique que ne l'avait révélé notre évaluation initiale. Les fondations avaient été mal faites, et nous l'avons découvert lors d'une inspection de routine. La réparation coûterait 100 000 € supplémentaires et retarderait l'achèvement de 6 semaines. La solution facile aurait été de cacher le problème, d'achever le projet comme prévu et d'espérer que les problèmes de fondation ne causeraient pas de problème avant des années. C'est ce que l'ancien groupe Dubois aurait pu faire. C'est Thomas qui a porté le problème à mon attention, même s'il savait que cela le ferait paraître mal et créerait d'énormes maux de tête pour toutes les personnes impliquées. « Nous devons le réparer », a-t-il dit, debout dans mon bureau, avec le rapport d'inspection dans ses mains. Je sais que cela va nous coûter de l'argent et du temps que nous n'avons pas, mais ces familles nous font confiance pour leur construire des maisons sûres. Cela va nous faire dépasser le budget sur l'ensemble du projet, ai-je souligné. Je sais, mais Emma, Madame Martin, si nous ne réparons pas ça et que quelqu'un se blesse, je ne me le pardonnerai jamais. Ce ne sont pas juste des maisons pour ces familles, ce sont des rêves. C'est à ce moment-là que j'ai su que Thomas avait vraiment changé. L'homme qui se souciait autrefois plus des apparences que de la substance était maintenant prêt à sacrifier le profit pour faire ce qui était juste. Nous avons réparé les fondations. Nous avons absorbé le dépassement de coûts. Nous avons personnellement appelé chaque famille concernée pour leur expliquer le retard et leur assurer que leur maison serait sûre et solide. Et quand le projet a finalement été achevé, avec 2 mois de retard mais construit pour durer des générations, les familles ont organisé une fête de quartier pour célébrer. J'ai assisté à cette fête de quartier, regardant des enfants jouer dans des jardins que leurs parents possédaient pour la première fois, voyant des couples âgés assis sur des porches qu'ils avaient économisés pendant des décennies pour se les offrir. Thomas était là aussi, aidant à faire le barbecue, jouant au football avec des enfants qui l'appelaient « Monsieur Thomas », comme s'il était leur oncle préféré. En le regardant interagir avec ses familles,
des familles qui me rappelaient ma propre origine, mes propres luttes, j'ai réalisé quelque chose qui m'a secoué jusqu'au plus profond de mon être. C'était qui Thomas aurait pu être depuis le début s'il n'avait pas été piégé par les attentes de sa famille et ses propres peurs. Si vous regardez toujours cette histoire, si vous êtes resté avec moi à travers tous les hauts et les bas, je veux que vous partagiez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, parce que ce que je suis sur le point de vous dire a changé tout ce que je pensais savoir sur le pardon, les secondes chances et ce que signifie vraiment grandir. La fête de quartier touchait à sa fin lorsque Thomas s'est approché de moi. Nous étions debout au bord de l'aire de jeux communautaire, regardant les enfants se balancer sur des équipements qui avaient été financés par le budget de développement communautaire du projet de logement abordable. « Merci », a-t-il dit doucement. « Pourquoi ? Pour m'avoir donné la chance de faire ça, de faire partie de quelque chose qui compte réellement. » Je l'ai regardé attentivement. « Tu aurais pu faire ce genre de travail depuis le début, Thomas. Ta famille avait les ressources, les relations, les opportunités. Qu'est-ce qui t'a arrêté ?» Il est resté silencieux pendant un long moment, regardant les enfants jouer. « La peur », a-t-il finalement dit. La peur de décevoir mes parents, la peur de ne pas être à la hauteur des attentes, la peur d'admettre que je voulais quelque chose de différent de ce qu'ils avaient prévu pour moi. Et maintenant j'ai perdu tout ce qu'ils voulaient que je protège, et j'ai trouvé quelque chose que je me soucie vraiment de protéger. Il a fait un geste vers les familles autour de nous. Ces gens nous font confiance avec leurs économies, l'avenir de leurs enfants. Ça a plus de valeur que n'importe quel statut social ou héritage familial. J'ai hoché la tête, sentant quelque chose changer à l'intérieur de ma poitrine. « Tu es différent de ce que tu étais. »« Tu es différente aussi, a-t-il dit, se tournant pour me regarder. Je veux dire, évidemment, tu as réussi au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, mais tu es aussi plus gentille que ce à quoi je m'attendais. Tu aurais pu me détruire complètement, et tu ne l'as pas fait. Peut-être que je ne suis pas aussi vindicative que je le pensais, ou peut-être que tu es exactement aussi bonne personne que j'aurais dû réaliser il y a 10 ans. » Nous sommes restés dans un silence confortable pendant un moment, regardant la communauté que nous avions aidé à créer célébrer leur nouvelle maison. « Emma, » a dit Thomas à un moment donné, « je sais que tu as dit que nous ne pouvions pas être amis. Je sais que je n'ai pas le droit de demander autre chose que la relation professionnelle que nous avons. Mais je veux que tu saches que travailler pour toi, apprendre de toi, a été la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. »« Thomas, je ne demande rien, a-t-il dit rapidement. J'avais juste besoin que tu saches que tu avais raison sur tout, sur ce qui compte, sur la façon dont les affaires devraient être menées, sur le genre de personne que je pouvais être si j'arrêtais d'avoir peur. J'ai regardé cet homme qui m'avait autrefois brisé le cœur, qui m'avait fait me sentir petite et sans valeur, qui avait jeté quelque chose de précieux parce qu'il avait trop peur de se battre pour ça. Et j'ai réalisé que la personne debout à côté de moi n'était pas vraiment la même personne qui m'avait fait tant de mal. Les gens peuvent changer. Ils peuvent grandir, apprendre de leurs erreurs, devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. La question était de savoir si j'étais prête à les laisser faire. 6 mois après que j'ai acquis le groupe Dubois, le groupe de développement Martin Dubois a fait la couverture du magazine d'affaires régional en tant que promoteur de l'année. L'article a mis en lumière notre approche innovante en matière de logements abordables, notre engagement envers le développement communautaire et notre redressement rapide d'une entreprise en faillite. Mais plus que la reconnaissance, j'étais fier de ce que nous avions réellement accompli. Nous avions achevé tous les projets résidentiels au point mort. Nous avions construit des relations avec les entrepreneurs et les fournisseurs basées sur le respect mutuel et des conditions de paiement équitables. Nous avions créé des emplois, logé des familles et prouvé que vous pouviez être rentable tout en étant éthique. Thomas avait été promu chef de projet senior, supervisant une équipe de 5 personnes, travaillant sur notre plus grand projet de développement à ce jour. Une communauté à revenus mixtes qui fournirait à la fois des logements abordables et à prix du marché dans une conception de quartier intégré. La dynamique personnelle entre nous avait également évolué, bien que lentement et avec prudence. Nous n'étions pas exactement amis, mais nous avions développé une relation professionnelle basée sur le respect mutuel et des objectifs partagés. Il avait prouvé qu'il était fiable, créatif et sincèrement engagé dans le travail que nous faisions. Le jour de l'anniversaire de mon acquisition de l'entreprise de sa famille, je travaillais tard dans mon bureau lorsque Thomas a frappé à ma porte. « Vous avez 1 minute ?» a-t-il demandé. « Bien sûr, entrez. » Il s'est assis en face de mon bureau, l'air nerveux d'une manière que je n'avais pas vue depuis notre première réunion dans la salle de conférence. « Je voulais vous donner ça, » a-t-il dit, glissant une enveloppe sur mon bureau.
À l'intérieur se trouvait un chèque de 50 000 euros. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « C'est le premier paiement, » a dit Thomas, « de ce que je vous dois. »« Thomas, tu ne me dois rien. Ton salaire, pas financièrement, » a-t-il interrompu. « Moralement, émotionnellement, pour ce que je t'ai fait subir il y a 10 ans. » J'ai fixé le chèque, confuse. « Je ne comprends pas. Vous avez sauvé l'entreprise de ma famille. Vous m'avez donné un emploi alors que vous auriez pu me laisser avec rien. Vous m'avez appris à faire un travail qui compte réellement. Mais plus que ça, vous m'avez donné la chance de devenir la personne que j'aurais dû être depuis le début. Ce n'est pas quelque chose que tu peux rembourser avec de l'argent. Non, ce n'est pas le cas. Mais cet argent représente quelque chose d'important pour moi. » Thomas s'est penché en avant sur sa chaise. « J'ai vécu dans un studio pendant la dernière année, conduisant une vieille voiture, mangeant du riz et des tartines de beurre de cacahuète. J'ai économisé chaque euro que je pouvais de mon salaire. Pourquoi ? Parce que je voulais comprendre ce que ça faisait d'être toi il y a 10 ans. De travailler dur pour chaque euro, de choisir entre les choses que je voulais parce que je ne pouvais pas me permettre les deux, d'apprécier la valeur de l'argent parce qu'il était gagné plutôt qu'hérité. J'ai posé le chèque sur mon bureau, mon cœur battant plus vite que je ne l'aurais cru. « Je lance une bourse d'études, » a continué Thomas, « pour les étudiants de la classe ouvrière qui veulent étudier le commerce ou le développement immobilier. Des étudiants comme tu l'étais. C'est le premier don, mais ce ne sera pas le dernier. Thomas, je ne peux pas annuler ce que je t'ai fait. Je ne peux pas reprendre les choses que j'ai dites ou la façon dont je t'ai fait te sentir, mais je peux essayer de m'assurer que d'autres personnes n'auront pas à se battre aussi fort que toi pour prouver qu'elles méritent le respect et l'opportunité. » Je suis restée silencieuse pendant un long moment, assimilant ce qu'il me disait. « Tu n'as pas à faire ça pour gagner mon pardon ?» ai-je finalement dit. « Je ne le fais pas pour ton pardon, » a-t-il répondu. « Je le fais parce que c'est juste, parce que tu m'as appris que le succès n'est pas ce que vous réalisez pour vous-même, c'est ce que vous rendez possible pour les autres. » Ce soir-là, après le départ de Thomas, je suis restée assise dans mon bureau, regardant les lumières de la ville. De ma fenêtre, je pouvais voir plusieurs de nos projets de développement, y compris le complexe de logements abordables où des familles vivaient dans des maisons sûres et belles qu'elles pouvaient réellement se permettre. J'ai pensé à la fille que j'avais été il y a 10 ans, le cœur brisé et humilié, convaincu qu'elle ne serait jamais assez bien pour le monde qui l'avait rejetée. Et j'ai pensé à la femme que j'étais devenue, assez prospère pour acheter ce monde et assez forte pour l'améliorer. Mais surtout, j'ai pensé au pardon. Pas le genre de pardon qui prétend que la douleur n'a jamais existé ou qui excuse un comportement inacceptable, mais le genre de pardon qui reconnaît quand quelqu'un a vraiment changé, quand il a fait le dur travail de devenir meilleur, quand il a gagné le droit d'être jugé par qui il est maintenant, plutôt que par qui il était auparavant. 2 semaines plus tard, j'ai appelé Thomas dans mon bureau. « J'ai réfléchi à ta bourse d'études, » ai-je dit. « Ah bon ? Le groupe de développement Martin Dubois aimerait faire un don de contrepartie. Pour chaque euro que tu donnes, nous en donnerons 2. » Le visage de Thomas s'est illuminé d'une surprise et d'une gratitude sincère. « Emma, c'est incroyablement généreux. C'est un investissement dans l'avenir, dans des jeunes qui me rappellent moi-même à cet âge. Merci. Sérieusement, merci. Il y a autre chose, ai-je dit. Je suis en train d'élargir nos programmes de développement communautaire et j'ai besoin de quelqu'un pour diriger la nouvelle division. Quelqu'un qui comprend ce que c'est que de travailler avec des ressources limitées, qui se soucie plus de l'impact que des marges de profit. Vous m'offrez le poste, je t'offre l'occasion de postuler, comme n'importe qui d'autre qui est qualifié. » Thomas a souri, et c'était le premier sourire complètement sincère que j'ai vu de sa part depuis nos retrouvailles. « J'aimerais postuler. » « Bien. L'entretien est vendredi prochain. » Après son départ, j'ai réalisé quelque chose qui m'a surprise. J'étais sincèrement enthousiaste à l'idée de travailler plus étroitement avec Thomas sur des projets qui nous tenaient à cœur à tous les deux. Pas parce que je lui avais pardonné ce qui s'était passé il y a 10 ans, mais parce que je respectais la personne qu'il était devenu depuis. L'entretien s'est bien passé. Thomas a eu le poste. 6 mois plus tard, nous avons ouvert le centre Emma Martin pour le développement communautaire, financé conjointement par notre entreprise et la bourse d'études de Thomas. Il offre une formation professionnelle, une éducation financière et un soutien aux petites entreprises pour les familles qui travaillent dans notre communauté. Lors de la cérémonie d'ouverture, Thomas a fait un discours sur les secondes chances et l'importance d'élever les gens plutôt que de les démolir. Je l'ai regardé depuis le public, pensant à quel point nos 2 vies auraient pu être différentes s'il avait été capable de cette sagesse 10 ans plus tôt. Mais peut-être que c'est le but. Peut-être que nous avions besoin de ces 10 années, moi pour construire quelque chose qui en valait la peine,
lui pourra prendre ce qui compte vraiment. Peut-être que l'histoire n'aurait pas pu se terminer par la justice et la paix si elle n'avait pas commencé par le rejet et la douleur. En enregistrant cette histoire pour vous tous, je veux vous laisser avec ceci. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire les gens qui vous ont blessés. Parfois, c'est de devenir si prospère, si confiant, si sincèrement heureux que leur opinion sur vous devient complètement hors de propos. Thomas s'est trompé à mon sujet il y a 10 ans. Mais je me suis trompé sur quelque chose aussi. Je pensais que le succès signifiait prouver que j'étais meilleur que les gens qui m'avaient rejeté. Ce que j'ai appris, c'est que le vrai succès signifie construire quelque chose de tellement meilleur que ce qu'ils avaient, que leur rejet devient la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez bon, si vous avez déjà transformé la douleur en pouvoir, je veux que vous aimiez cette vidéo et que vous me fassiez savoir, dans les commentaires, quel rêve vous êtes en train de construire. Parce que votre histoire n'est pas encore terminée, et la mienne non plus. Aujourd'hui, le groupe de développement Martin Dubois est l'une des entreprises les plus respectées de la région. Thomas dirige notre division de développement communautaire et a aidé des centaines de familles à devenir propriétaires. Nous travaillons ensemble chaque jour, construisant quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu créer seul. Nous ne sommes pas les mêmes personnes que nous étions il y a 10 ans. Nous sommes meilleurs, et parfois c'est la fin la plus belle qui soit.